Quand tu vois la douleur dans leur regard, c'est que tu as réussi ton boulot. C'est la meilleure sensation qui existe. Parfois, tu brises l'os d'un adversaire. Parfois, un adversaire te brise un os. Putain, c'est ça le rugby, quoi. Dans un monde du sport, il y a des jeux, et puis il y a le rugby. Un ballet d'adrénaline et de stratégie, un théâtre où la force brute danse avec l'agilité, créant une symphonie unique d'action et de passion. Le rugby est une arène impitoyable. Un terrain de jeu où la brutalité du combat se marie à l'art de l'évitement, créant un spectacle palpitant d'intensité pure. Imaginez-vous un terrain entouré de combattants prêts à tout pour la victoire. Dans chacune des équipes, des hommes forgés dans la sueur et la puissance brute, prêts à s'affronter tête baissée, et des sprinteurs habiles, tacticiens rusés, prêts à échapper à la tempête qui va se déclencher. Ce mariage complexe de brutalité et d'agilité définit le rugby. Dans des temps anciens, mais pas tant que cela, le rugby était plus violent et la régulation moins contraignante. C'est dans cette arène brutale que certains joueurs se sont taillés une réputation féroce et impitoyable. Des temps où les mêlées étaient le théâtre de véritables batailles, où l'évitement était parfois secondaire face à la force brute. Certains joueurs prenaient l'ascendant sur les autres, nageant au-dessus du champ de bataille pour écrire leur nom, qui transcendent les époques en habillant les murs des clubhouses. Aujourd'hui, je vais vous présenter un symbole de cette époque autrement plus sauvage sur les terrains, Bakis Botha. John Philip Botha, plus connu sous le nom de Bakis Botha, est né le 22 septembre 1979 à Newcastle en Afrique du Sud. Il fait ses premiers pas au rugby à l'école de Segunda, ville minière à côté de Johannesburg. Il n'est pas encore le monstre que nous connaissons tous. Il a les jambes arquées et est plutôt mince. Il va donc hériter de ce surnom Bakis qui vient de l'argot backed, arqué. Son physique n'est pas dans la lignée de la tradition Springboks. Il est plutôt chétif lorsqu'il commence le rugby. Un petit, avec les jambes arquées, la vitesse ne devait pas être son point fort. Il va commencer au poste de demi de mêlée. Son compère, à l'ouverture, ne sera autre que le futur Springboks Danny Rousseau. Ce n'est que quelques années plus tard, lorsque son appétence pour le combat et la dureté de son jeu se sera développée, qu'il passera naturellement dans la cage en seconde ligne. En 2000, il va faire ses débuts dans la province des Falcons, en Currie Cup et avec les espoirs sud-africains. À la fin de la saison, il va rejoindre la province des Blue Bulls, dans laquelle il va rencontrer l'homme avec qui il va former l'une des paires les plus redoutées de seconde ligne de l'histoire du rugby, Victor Matfield. Il va connaître sa première sélection en 2002 dans le squad Springboks, une rencontre à Marseille face à la France. Malgré son jeune âge, à 23 ans, sa réputation de joueur rugueux et violent n'est plus à démontrer. Pour honorer son premier match international, il écopera d'un carton jaune à la 33e minute. Le motif ? Brutalité sur un joueur au sol. Il va effectuer un stamping sous les yeux de l'arbitre sur un joueur français au sol. Le stamping consistait à venir marcher, ou plutôt sauter, sur un joueur adverse au sol qui empêchait de manière plus ou moins subjective la libération du ballon. L'objectif était de lui faire comprendre qu'il ne devait pas rester ici. Il ne faut pas confondre avec le rucking qui consistait simplement à s'essuyer les crampons. Le stamping était pénalisable tandis que le rucking ne l'était pas. La frontière entre les deux pouvait être parfois mince. Son style de jeu, si rudimentaire, était caractérisé par une agressivité hors norme. Un guerrier prêt à en découdre pendant 80 minutes, dans les règles ou pas. Cette facette de Bakis lui a permis de s'imposer comme un cadre des Springboks en seconde ligne avec son partenaire de club, Victor Matfield. La complémentarité des deux joueurs est impressionnante. Les joueurs de seconde ligne sont des guerriers impitoyables. Des joueurs prêts à aller au combat pendant 80 minutes, faire le ménage dans les rucks
pour permettre aux arrières d'avoir des ballons propres et briller. Mais le rugby est un sport complexe. Il faut de l'intelligence chez les joueurs pour être efficace. L'efficacité de cette deuxième ligne reposait sur cette complémentarité. Botha, le puissant seconde ligne, était plus qu'un simple joueur de rugby. Un guerrier impétueux prêt à se battre pour chaque centimètre du terrain. Son style rugueux et impitoyable le distinguait dans des moments cruciaux. On le retrouvait là où la bataille était la plus féroce, distribuant des gros plaquages et moulinant avec ses bras quand il le fallait ou quand il ne le fallait pas. Il faisait partie de la catégorie des joueurs que tu tentes d'éviter dans certaines zones du terrain. En fait, ce genre de joueur que tu ne veux tout simplement pas croiser quel que soit l'endroit du terrain. Jouer avec les règles actuelles, ce serait frustrant, horrible. Tu ne peux plus défoncer un mec. Ça sert à quoi d'être l'exécuteur? J'ai arrêté au bon moment. Cette déclaration résume parfaitement l'homme qu'il était. À côté de lui, Matt Field était le cerveau, le joueur plus mobile, plus intelligent dans le jeu. En 2003, Bakis Botha va participer à la Coupe du Monde. Les Box vont gagner leur premier match de poule contre les Samoa facilement. Puis, le 18 octobre arrive le match tant attendu. Les redoutables Anglais, avec leur ouvreur Johnny Wilkinson, leur paquet d'avant robuste, contre ces Sud-Africains armés, mais qui n'arrivent pas à s'imposer comme des grands du rugby depuis leur sacre mondial 8 ans plus tôt. Les Box seront défaits ce jour-là, 25-6. Ils battront la Géorgie et les Samoa pour gagner leur place en quart de finale. Ils s'apprêtent à affronter la terrible équipe des All Blacks. Même si leur joueur emblématique, Jonah Lomu, est absent car il règle des problèmes de santé, ils sont redoutables. Des joueurs emblématiques chez les Blacks, Dan Carter, Ricky McCaw et bien d'autres. Mais cela, c'est une autre histoire. La compétition du Tri-Nation entre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie vient tout simplement d'être créée. Et les Blacks dominent, les Box sont en dessous. Et ce jour-là, malheureusement, les Box ne pourront rien faire. Les All Blacks mettront 3 essais et s'imposeront 29-9. C'est la fin de l'aventure et l'équipe de Botha s'arrête en quart de finale. Un jour, on menait de 30 points contre l'Angleterre. Beaucoup d'équipes se seraient contentées de défendre, mais nous on s'est dit, donnons-leur la balle, on voulait les plaquer. Bakis est devenu le gladiateur que tout le monde connaît. Celui que l'on n'a pas envie de croiser sur les terrains. Celui qui incarne la dureté du jeu sud-africain. Les Box prendront leur revanche en s'imposant dans le Tri-Nation 2004, mais perdront ensuite les 3 éditions suivantes en laissant la Nouvelle-Zélande s'imposer. Bakis va continuer de muscler son jeu pendant 4 ans dans la province des Bulls jusqu'en 2007. Il remportera la Currie Cup et le Super 14 en 2007. Cette année que tout un peuple attend. L'année durant laquelle va se dérouler la compétition pour laquelle les Sud-Africains se préparent depuis 4 ans, la Coupe du Monde en France. Pour leur entrée en lice, les Box vont battre facilement les Samoa. Le second match va les opposer à l'Angleterre avec leur fameux buteur Wilkinson au sommet de son art. Le monde entier attendait ce choc avec une anticipation palpable et personne ne donnait vraiment de chance à l'Afrique du Sud. Cependant, les attentes allaient être chamboulées. Le match fut une bataille acharnée où les Anglais, pourtant réputés pour leur ténacité, détenteurs de la Coupe Webb Ellis, se retrouvèrent dépassés. Au terme d'une rencontre épique, l'Afrique du Sud écrasa littéralement l'Angleterre, marquant un impressionnant total de 36 points sans en concéder un seul. La victoire 36-0 contre les champions en titre propulsa l'équipe sud-africaine au statut de favori incontesté. Cette performance remarquable était bien plus qu'une simple victoire. Elle était une démonstration de puissance et de maîtrise. Ils battirent les Tonga et les États-Unis pour sortir des poules. En quart de finale, le match s'annonçait épique contre les Fidjiens. Un combat de titans s'annonçait entre ces deux nations réputées pour leur dureté sur les contacts. Le combat fut acharné, comme tout le monde s'y attendait. À la mi-temps, les Sud-Africains ont une petite avance. Ils mènent 13-3. Leur buteur, Montgomery, qui d'habitude était fiable, a oublié son jeu au pied dans les vestiaires. Il rate toutes les pénalités. Juste après la pause, les Sud-Africains se détachent au score et les Fidjiens vont mettre le feu comme ils ont l'habitude de le faire. Ils sont obligés de jouer. Ils vont offrir 5 minutes de folie au public et aux spectateurs en jouant tous les ballons à la main et en les remontant de leurs 22 mètres. Mais la dureté du jeu sud-africain et leur pragmatisme aura raison des intentions fidjiennes.
Les Box l'emportèrent 37-20, mais sans pour autant se rassurer. En demi-finale, ils vont rencontrer les Pumas, les Argentins. Depuis qu'ils les jouent, sur 11 rencontres, ils les ont battus 11 fois. Ce match semblait plié d'avance et le fut. Les Argentins ne feront pas le poids et se feront éliminer. L'affrontement ultime se déroule en finale contre les Anglais. Ces deux équipes se sont croisées en phase de poule sur un match à sens unique, mais une finale est une finale. Les Springboks, portés par leur performance exceptionnelle tout au long du tournoi, sont considérés comme les favoris incontestés. Leur parcours, jusqu'à ce stade de la compétition, a été marqué par une domination impressionnante avec un total de 263 points et 33 essais inscrits, tandis que les Anglais ont marqué seulement 134 points et 12 essais. Le vainqueur de cette finale historique rejoindra l'Australie au palmarès en tant que détenteur de 2 titres de champion du monde. Un titre que les Springboks espèrent bien inscrire à leur actif. La perspective d'une victoire sur l'Angleterre représente également l'opportunité pour l'Afrique du Sud de s'installer au sommet du classement mondial de l'IRB. La première mi-temps de la finale voit les Springboks prendre l'ascendant, menant 9-3 grâce à 3 pénalités réussies par Percy Montgomery contre une seule pour les Anglais marquée par Johnny Wilkinson. En début de seconde mi-temps, les Anglais manquent de peu un essai, mais l'arbitre estime que l'ailier Mark Cueto a mis le pied en touche. Il n'y a pas de vidéo à cette époque-là. Malgré cela, ils parviennent à marquer 3 points grâce à un coup de pied de pénalité accordé pour une faute préalable. Cependant, les Sud-Africains maintiennent leur avantage et remportent la finale ainsi que la Coupe du Monde par un score de 15-6 dans un match où les défenses ont pris le pas sur les attaques sans qu'aucun essai ne soit inscrit. C'est l'avènement pour Botha. Avec son compère Matt Field, ils vont remporter 2 Currie Cup et Super 14 en 2009 et 2010, ainsi qu'un Tri-Nation en 2009. L'aventure européenne. En 2011, Bakis va disputer la Coupe du Monde avec les Boks. C'est sa 3e Coupe du Monde. C'est alors un ancien de la sélection. Il a été déjà associé à 62 reprises avec Victor Matfield en seconde ligne. Il a tout vécu, de l'élimination en quart de finale jusqu'au sacre mondial. Mais il a alors 32 ans et le poids des années se fait sentir. Il va se blesser malheureusement au talon d'Achille en phase de poule et ne participera pas au quart de finale perdu contre l'Australie. Nous pourrions penser qu'à 32 ans, l'exécuteur va tirer le rideau, raccrocher les crampons, mais il a encore faim de titre, ce n'est pas la fin pour lui. Il vient tout juste de signer à Toulon, en France, et s'apprête à découvrir le top 14. Un calendrier surchargé, des joueurs de talent, des matchs ultra rugueux où chaque ruck est bataillé. Cette façon de jouer au rugby conviendrait parfaitement à Bakis et allait le changer du Super Rugby. En Super Rugby, il est rare de venir contester les rucks, sauf s'il y a un plaquage offensif. En France, les mêlées et les rucks sont la marque de fabrique du top 14. Il allait être comme un poisson dans l'eau. Il faut dire que le jeu proposé en top 14 est plus lent, mais putain ça tape. C'était incroyable. Le rugby français m'allait comme un gant. Ici, les mecs aiment le contact. Parfois, tu brises l'os d'un adversaire, parfois un adversaire te brise un os. Putain, c'est ça le rugby quoi. Il allait tisser et vivre une épopée extraordinaire à Toulon. Dès son retour de blessure lors de la première saison, il aligna les matchs sans toutefois décrocher de titre. Cependant, ce qui suivit fut tout à fait exceptionnel. Mourad Boudjelal, le président de Toulon, entreprit quelque chose d'inédit dans le rugby français. Il décida de recruter des stars, certaines en fin de carrière, d'autres en difficulté à cause de blessures, voire même celles dont la forme n'était plus au rendez-vous. Les Toulonnais avaient décidé de laisser une empreinte indélébile sur le rugby européen. Cet effectif XXL était façonné pour remporter des titres. Karl Lehmann, Matt Guiteau, Michalak, Bastaro, Drew Mitchell, Wilkinson, ainsi que ses compatriotes Abana et Rosso furent les maillons essentiels de cette équipe de rêve. Ces joueurs se succédèrent pendant 3 années autour d'un projet commun. Ne rien concéder aux autres. Des avants redoutables, des joueurs clés à chaque poste derrière. Ils réussirent l'impensable. Ensemble, ils remportèrent la Champions Cup, la Coupe d'Europe 3 fois de manière consécutive. Imaginez-vous, parmi toutes les nations européennes, parvenir à dominer de manière aussi écrasante les débats.
Un exploit sans précédent dans l'histoire du rugby européen. Les Toulonnais de Botta réussirent même en 2014 le doublé Top 14 Champions Cup. Cet effectif était taillé pour réussir et réussit. Il va prendre sa retraite sportive à la fin de la saison 2014-2015 afin de retrouver sa femme et ses enfants en Afrique du Sud. Dans l'arène impitoyable du rugby, Bakis Botha, surnommé l'exécuteur, a gravé son nom en lettres de feu. Le guerrier rugueux et impitoyable, symbole de la dureté du jeu sud-africain, a transcendé les époques pour devenir une légende du rugby mondial. Avec sa retraite sportive en 2015, Bakis Botha a laissé derrière lui un héritage indélébile dans l'histoire du rugby. Son surnom, l'exécuteur, résonne comme un écho des temps anciens. Aujourd'hui, dans un rugby qui évolue, Botha reste une icône, un symbole d'une époque révolue, mais dont la légende perdure. Moi, on m'appelait l'exécuteur et j'aimais ça. Je trouvais que ça donnait du piment au grand show. Parce que c'est aussi ça le sport pro, n'est-ce pas? L'évolution des règles a fait disparaître les exécuteurs dans mon genre. Tu ne peux plus faire du grabuge comme je le faisais autrefois dans les rucks. Le rugby d'aujourd'hui ne me conviendrait pas, je crois. Une déclaration qui résonne comme un dernier rugissement de l'exécuteur, marquant la fin d'une ère où la brutalité du jeu était une œuvre d'art.